Holmes, comme c'est impressionnant de marcher parmi les dinosaures, la taille de ces animaux est écrasante. Dites-moi, la Bible parle-t-elle des dinosaures? Pas exactement, cependant, les derniers chapitres du livre de Job décrivent des bêtes qui ne correspondent pas aux animaux connus. Elles ressemblent davantage à des êtres comme ceux de la préhistoire. Ce qui n'est pas surprenant, il y a encore des salamandres et des lézards qui sont miniatures semblables à ces énormes reptiles. Entrons dans le bureau du directeur, ils nous attendent déjà. Holmes, Dr. Watson, je suis très reconnaissant que vous ayez accepté notre cas. Je dois avant tout insister sur le fait que cette question doit être traitée avec la plus grande discrétion. Comme vous l'avez peut-être lu dans les journaux, des lettres ont été apportées au British Museum, qui sont censées être une correspondance amoureuse entre l'amiral Nelson et sa célèbre maîtresse. Nous venions de ratifier leur authenticité et de la rendre publique, et hier soir, elles ont été volées. J'ai appelé Scotland Yard, mais le conseil d'administration du musée veut lui confier cette douloureuse enquête. Pourquoi les documents ont-ils été apportés au musée et non à la bibliothèque? Et dites-moi depuis quand? Et qui a eu connaissance de la présence de ces documents au musée? Pourriez-vous me montrer où ils étaient conservés? Une vieille femme respectable les a amenés. Elle a dit qu'elle était une descendante du compagnon de Nelson. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas d'argent, tant que leur authenticité n'était pas vérifiée. Il a insisté sur le fait que son dernier souhait était qu'il soit ici et non dans la bibliothèque. De plus, monsieur Holmes, nous disposons d'une équipe de scientifiques et de restaurateurs du plus haut niveau au monde. Le docteur Sinclair et son équipe se sont vus confier le soin de ces documents. Il y a environ 7 fonctionnaires, tous professionnels et sérieux, sans faute jusqu'à présent. Malheureusement, après le vol des lettres, le docteur Sinclair a subi une crise cardiaque. Il était rouge, je dirais furieux. Il a fait irruption dans mon bureau et n'a réussi qu'à dire « faux ». Il a mis sa main sur sa poitrine et a perdu connaissance. Dieu merci, il a survécu. Il est à l'hôpital, mais très grave. Il ne peut pas parler, il le garde sous sédatif. Observez Watson. Apparemment, pour ouvrir le bureau, ils ont cassé le verre. Mais le verre est tombé en grande partie dans le couloir et non à l'intérieur des locaux. C'est-à-dire qu'ils l'ont cassé de l'intérieur. Le coffre-fort est toujours ouvert. Professeur Harrison, qui avait la combinaison de la boîte? Seulement le docteur Sinclair. C'est lui-même qui a signé la déclaration d'authenticité des lettres. Je peux vous montrer le document. Scotland Yard le désigne comme premier suspect. Les lettres ont été certifiées mardi. Les journalistes sont venus l'après-midi et les ont volées la nuit. La presse ignore qu'on ne les a plus. Je n'arrive pas à croire que Sinclair les ait volées. Parlez-moi des autres membres de l'équipe. Et j'aimerais examiner attentivement cette certification. Il y a des gens très spécialisés. Par exemple, Monsieur Young, il est restaurateur et assistant principal du docteur Sinclair. C'est celui qu'on a vu dans le couloir avec la couverture sur les épaules. Il ne l'enlève jamais. C'est très... Il fait froid ici. Les autres sont chez eux et nous leur demandons de ne pas se présenter jusqu'à ce que la police les appelle. S'il vous plaît, permettez-moi de parler à Monsieur Young. Monsieur Young, avez-vous eu des contacts avec les documents perdus? Par hasard? Oui, je les ai vus, ce sont des lettres personnelles. Déjà jaunies, j'ai réparé quelques lettres et nettoyé la moisissure. C'est un travail qui demande beaucoup de soin. Je pense qu'ils sont authentiques comme l'a confirmé le docteur Sinclair. Oh, excusez-moi, Monsieur Young, vous avez un éclat de verre dans votre couverture. Laissez-moi vous le prendre. Professeur Harrison, je parlerai à Scotland Yard. Dès que j'ai des nouvelles, je vous le ferai savoir. Soupçonnez-vous monsieur Young? J'ai regardé dans les bureaux et j'ai volé un morceau de papier jaunâtre. Je ne sais pas si c'est important, il n'y a pas d'écriture dessus. Le bureau a une lampe fixe et focale et une patte de lapin, curieuse pour le bureau d'un professionnel aussi sérieux. La plaque signalétique sur le bureau dit « Young ». Je vous félicite, Watson. Avez-vous remarqué un pendentif trèfle à 4 feuilles sur le gilet de Monsieur Young? Il ne me semble pas irlandais. Pourquoi tant de fétiches pour attirer la chance?
J'aimerais visiter la maison de Monsieur Young. Holmes, aujourd'hui, je vous raconte une histoire similaire à ses enquêtes, où sa méthode a été appliquée. C'est l'histoire du docteur John Snow. 3 ans avant sa mort, il publia sa monographie sur le choléra, c'était en 1855. Il fit des déductions bien raisonnées, des observations minutieuses, découvrant des concepts sur la nature du choléra et son mode de transmission. Son hypothèse était que le choléra se transmettait par l'ingestion par une personne d'infimes quantités de matières fécales infectieuses transportées par contact direct ou par de la nourriture ou de l'eau contaminée. Il s'est rendu compte que les maisons qui recevaient de l'eau d'une entreprise qui l'obtenait du lit de la Tamise contaminée par des eaux usées avaient un taux de mortalité élevé dû au choléra, tandis que les maisons voisines dont les robinets recevaient de l'eau d'une source provenant d'amont avaient moins de décès. À cette époque, les bactéries ne pouvaient pas être vues ou colorées et on ne comprenait pas non plus qu'elles étaient responsables de nombreuses maladies. Il a testé son hypothèse avec des preuves. Qu'en pensez-vous? Watson est une avancée qui a changé la vie de nombreuses personnes. Les capacités d'observation du Dr Snow ont sans aucun doute été décisives pour la survie de millions de personnes. Mais dites-moi, ne pensez-vous pas que c'est la plus absurde absurdité de jeter de l'eau sale dans la Tamise et ensuite de boire cette eau? Avec un tel comportement, le spectre de la mort n'est pas nécessaire pour qu'il y ait des milliers de morts, et le pire c'est que dans le monde, cette barbarie continue de se produire, et il y a encore des milliers de morts, surtout des enfants. Je dois ajouter que si l'on avait cru aux paroles de Dieu, tant de milliers de personnes ne seraient pas mortes du choléra et de toutes les formes de diarrhée ou de maladies infectieuses. Holmes, vas-tu me dire que Dieu a parlé du choléra? Vous me choquez, ce n'est pas possible. Qui est le spectre de la mort? Est-ce un fantôme? Croyez-vous aux fantômes? Le spectre de la mort est un ange à qui Dieu confie son épée, c'est-à-dire qu'il exécute les peines que Dieu ordonne. On en parle dans un passage où le roi David a eu l'idée de faire un recensement du peuple, ce que Dieu lui avait interdit, et Dieu a permis à David de choisir la punition, 3 ans de sécheresse, 3 mois de défaite militaire, ou 3 jours de mort, entre les mains de l'ange de la mort. Ils sont venus voir cet ange au ciel, avec son épée dessinée, qui ne s'est arrêté que devant l'appel désespéré de David, qui a demandé à Dieu de ne pas punir le peuple parce que le péché était le sien. L'ange de la mort était également chargé de punir le premier-né d'Égypte pour l'orgueil de Pharaon. Et non, Watson, Dieu n'a pas parlé du choléra, la Bible parle de mesures de prévention des maladies. Et c'est important car il restait environ 4000 ans pour découvrir les bactéries et les virus ou connaître leur relation avec l'apparition de certaines maladies, mais sans connaître cette relation. S'ils avaient écouté les instructions qui y étaient écrites, des milliers de vies auraient pu être sauvées. Parfois, les Hébreux introduisaient ces règles dans leur mode de vie, ce qui les rendait plus forts. Moins d'enfants mouraient. Ils tombaient moins malades que les autres peuples. Par exemple, dans la Bible, il est dit que lorsqu'ils étaient dans les camps et qu'ils sortaient pour faire leurs besoins, ils devaient porter un pieu pour faire un trou. Et lorsqu'ils partaient, ils devaient couvrir les excréments et cela les prévenait. Votre camp doit être propre parce que ton Dieu se déplace au milieu du camp. Cela évitait non seulement les mauvaises odeurs et la possibilité de contamination directe, mais également les insectes qui contaminaient les aliments. Une autre règle était de ne pas abattre les arbres lorsqu'ils assiégeaient la ville de leurs ennemis. Et, chose surprenante, si un conteneur ou un dépôt de nourriture contenait des insectes, il fallait le jeter. Il n'était plus utile. Il ne pouvait pas être utilisé. Les personnes qui avaient des infections ou des flux ne pouvaient pas être dans le camp. Et lorsqu'elles guérissaient, elles devaient rester isolées pendant 7 jours supplémentaires, puis se baigner pour retourner dans la communauté. Elles évitaient la contagion. Les bains rituels prévenaient également les maladies. Et pourquoi les autres peuples ne les ont-ils pas copiés? Pourquoi ces mesures d'hygiène étaient-elles connues uniquement des Hébreux? Maintenant que je me souviens, Jésus critiquait les pharisiens pour la coutume de se laver avant de manger, même les païens faisaient ça, pourquoi l'a-t-il critiqué? Watson doit être lu attentivement. Jésus les a critiqués en premier lieu parce qu'ils avaient assimilé une tradition des hommes aux ordres de Dieu. Et selon eux, ils avaient le pouvoir d'exclure de la grâce de Dieu
ceux qui n'obéissaient pas aux ordres humains. D'un autre côté, nous parlons de survie de l'âme. Manger avec des mains non lavées ne vous condamne pas. Cela rend le corps malade et, surtout, ils n'ont pas été envoyés manger avec des mains sales. Les peuples païens n'ont pas copié ces règles, car malheureusement les Hébreux ont caché leurs lois aux autres peuples, chose que Dieu ne leur a jamais ordonnée. Au contraire, Dieu attendait des autres peuples qu'ils les respectent lorsqu'ils connaissaient leurs lois. De plus, ils interprétaient ces mesures comme une question de justice légale pour plaire aux commandements de Dieu et ne les considéraient pas comme des mesures pour la survie de leurs corps humains. Incroyable. Dites-moi, Holmes, que pensez-vous de l'affaire Muséum? Qu'avez-vous pensé de la maison de Monsieur Young? Je pense qu'elle est incroyablement austère, je ne pense pas qu'elle ait un si mauvais salaire pour vivre comme ça. La mère de Monsieur Young est très simple et je dirais pauvre. Non, Watson. Monsieur Young dépense définitivement son argent loin de chez lui. La femme qui a apporté les lettres est plus âgée et respectable, mais nous devons découvrir quelles informations elle a données au professeur Harrison, et je veux rendre visite à plusieurs antiquaires. Quel que soit celui qui a volé les documents voudront les vendre. C'est pourquoi ils ont été volés jusqu'à ce que leur authenticité soit certifiée. Holmes m'a fait réfléchir, il faudra que je lise mieux le décalogue de Moïse, on peut en tirer de nombreuses conclusions intéressantes. Sans aucun doute, Watson. Observez que, même si cela n'est pas écrit, tout ce que nous faisons qui nuit à autrui est un acte que Dieu censurera, et s'il n'y a pas de repentir et de réparation, il nous punira pour cela. D'où l'importance du sacrifice expiatoire. Mais le seul sacrifice acceptable à Dieu était le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'appelle « l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il y a des péchés très graves qui ne sont pas dans le décalogue, par exemple. Jésus a dit que quiconque scandalise un enfant, il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette à la mer. Et il a ajouté que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. En d'autres termes, planifier un péché, même s'il n'a pas été réalisé, est considéré comme ayant été commis. Et le pire de tout, les péchés qui vous excluent du royaume de Dieu sont de ne pas donner du pain à ceux qui ont faim, de ne pas vêtir ceux qui sont nus, de ne pas héberger les sans-abri, ou de ne pas aider les malades ou ceux qui sont emprisonnés, c'est-à-dire le manque de miséricorde. Pour ceux qui ne peuvent pas voir par eux-mêmes, notez que la cause de la destruction du premier temple de Jérusalem était l'ignorance de Dieu. C'est ce qui est dit ici dans la Bible, dans Jérémie 22, « Faites justice, et délivrez les opprimés de la main de l'oppresseur, et ne trompez pas et ne volez pas l'étranger, ni l'orphelin, ni la veuve, et ne versez pas le sang innocent en ce lieu. » Par l'intermédiaire de nombreux prophètes, Dieu a averti les Hébreux de changer de comportement, de cesser de faire confiance aux faux dieux et de se détourner de leurs péchés, mais ils ne le voulaient pas. Ils furent déportés à Babylone, et le temple et la ville furent détruits. Cela semble strict, mais comme pour le choléra, une action opportune peut être une question de vie ou de mort pour nos voisins. Holmes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le docteur Sinclair est décédé ce matin, j'ai parlé à sa fille, elle m'a supplié de lui demander de prouver l'innocence de son père. Je suis vraiment désolé que ce jeu de documents ait coûté la vie à un homme. C'est la clé, Watson. Ce soir, nous suivrons Monsieur Young. Je suis presque sûr qu'il nous conduira dans une salle de jeu. Il est probable qu'il ait payé ses dettes de jeu avec ces faux documents. Pourquoi dis-tu qu'ils sont faux? J'ai examiné la certification de Sinclair. La signature est très claire, mais ce n'est pas l'écriture de Sinclair. Je l'ai comparée avec d'autres documents du musée. De plus, le morceau de papier que vous avez confisqué est bien ancien, mais il correspond au bord découpé dans un papier plus grand pour qu'il ait la taille d'une petite lettre. Mon hypothèse est que Young lui-même a écrit les lettres sur de vieux papiers, essayant de les faire passer pour authentiques, mais son patron l'a remarqué. Même si seul Sinclair avait la clé du coffre-fort, l'assistant a pu être à ses côtés plusieurs fois et l'a mémorisé. Il y a quelque chose de très grave, Watson. C'était un plan très élaboré pour avoir de l'argent facile.
Young doit probablement beaucoup d'argent, et s'ils se rendent compte qu'ils sont faux, sa vie est en danger. Holmes, écoute, Young s'enfuit de cet endroit. Ils le poursuivent. Watson, son arme vite, il faut le défendre. Ils sont 3, allez-y, on peut les vaincre. Eh bien, Watson, cela fait un moment que nous n'avons pas eu un aussi bon combat. Allons chez Young. Madame Young, dites à votre fils de sortir. Nous ne lui ferons pas de mal. Monsieur Holmes, je vous dois la vie, et probablement celle de ma mère. Que vais-je faire? Si je me rends à la police, j'irai en prison, et ma mère sera seule, ou alors ils viendront la tuer pour se venger de mes dettes. Je n'ai jamais pensé qu'avec mon petit mensonge, je ferais du mal au docteur Sinclair et à ma mère. Maintenant, elle est complice de fraude. C'était fou. Je devais tellement que même je n'aurais pas pu vendre mon âme au diable. J'ai trouvé les vieux papiers vierges, et j'ai réussi à imiter l'écriture de l'amiral Nelson. J'ai transcrit des lettres d'amour de mon adolescence. J'ai apporté les papiers à mes créanciers en échange de mes dettes, mais ils ne les croyaient pas authentiques. J'ai décidé de me forger une certification. J'ai eu tort de demander à ma mère d'apporter les papiers au musée. Je pensais qu'il pourrait être suspect si un vol n'était pas signalé. Le seul à pouvoir remarquer la fraude était mon patron, alors j'ai décidé de tricher pendant les jours de congé. Le premier jour, j'ai présenté le certificat d'authenticité avec la signature de Sinclair falsifiée. Le lendemain, j'ai simulé le vol. Mais Sinclair est revenu le 3e jour, très en colère. Monsieur Young, il n'y a pas de petits mensonges. Vous auriez dû reconnaître que vous êtes accro au jeu et arrêter dès le début. Son petit mensonge a coûté la vie à son patron, le docteur Sinclair. Sa mère, en ne le corrigeant pas, est aussi complice de ce qui lui arrive. Elle l'a aidé à sombrer davantage. Vous avez l'obligation de blanchir le nom du docteur Sinclair. Il vaut mieux que nous allions à la police. Et si ceux qui le poursuivaient ont les papiers, la police les condamnera comme séquestre, même si les papiers sont faux. Viens avec nous, ce sera mieux pour toi, si tu te rends.